Prêt pour un nouvel épisode? Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/commande. Vous pourrez retrouver notre livre sous la direction d'Olivier à 7 mains. On s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète. Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Pour m'accompagner dans l'animation de cet épisode, comme d'habitude, il y a Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Armano. Et pour nous accompagner cette semaine, nous avons un invité qui fait un petit peu de triathlon, mais pas que. Nous en avons déjà un petit peu parlé en off et donc on va pouvoir découvrir tout ça ensemble. Je veux parler de monsieur Stanislas Thuré. Salut Stan. Salut les gars. Alors Stan, tu le sais, nous avons une coutume dans ce podcast, c'est de donner la parole à notre invité pour qu'il nous dise tout sur lui. Donc dis-nous tout, qui est Stan Thuré? Quel âge as-tu? Que fais-tu dans la vie? Et quel a été ton premier rapport avec le sport? Ok. Donc je m'appelle Stan Thuré, j'ai 34 ans, j'ai grandi dans le Val d'Oise, en région parisienne. Mais j'ai eu la chance de pouvoir toujours passer mes vacances au bord de la mer et un peu en montagne à droite à gauche. J'ai grandi un peu dans la campagne quand même, voilà, dans le Vexin. Je sais pas si ça parle à 2-3 personnes. C'est un endroit où on peut faire du vélo, où on peut aller dans la forêt. Et c'est vrai que mine de rien, j'ai toujours été actif et présent dans la nature, quoi. Après, ce qui est rigolo là-dedans, c'est que j'ai jamais été très très sportif. J'ai mis du temps à grandir, donc j'étais toujours le gamin qu'on prenait pas dans les équipes, qui était toujours petit. Donc j'ai mis un peu de temps, mais tout ça pour dire que je me suis mis au sport, au final après le lycée. Et j'aimais bien les sports d'endurance. Voilà, j'aimais bien nager, j'aimais bien faire du vélo longtemps, j'aimais bien courir. Je me souviens de la course d'orientation, que c'était un truc que personne n'aimait, mais dans lequel je m'en sortais pas mal. Voilà. Après ça, j'ai fait des études de cinéma. Un petit hasard de la vie a fait que je trouvais ça chouette de traîner sur des plateaux de tournage. Et puis j'ai fait des études de cinéma. J'ai été à Cherbourg pendant 1 an. J'étais à Saint-Denis pour faire ma licence de cinéma. J'ai eu la chance après de bosser en mise en scène. La mise en scène, c'est l'équipe qui organise les plateaux de tournage. Donc j'ai fait ça pendant quasiment 7-8 ans. J'ai réussi à bosser avec Cédric Lapiche, avec Jacques Audiard, avec Lola Doyon, avec Bertrand Tavernier, avec que des gens que j'aimais beaucoup. Et à un moment, j'avais un petit peu cette sensation d'avoir fait un peu le tour du truc. Et je me disais que je voulais faire un truc un peu fou avant d'avoir 30 ans. Et dans un coin de ma tête, vu que j'adorais faire du bateau l'été en Bretagne, je voyais passer les bateaux qui faisaient le Vendée Globe, qui faisaient tout. Enfin voilà, il y avait vraiment un pôle de course au large là où j'étais, devant Concarneau. Et un jour, je me suis dit, tiens, ça serait chouette d'aller voir un peu comment ça se passe. Et puis j'ai proposé mes services un peu de réalisation et d'image à un skipper que je ne connaissais pas, et lui il préparait une petite course qui s'appelait la Mini Transat. Et la Mini Transat, c'est en fait une traversée de l'Atlantique en solitaire sur un bateau qui fait 6,50 m sans GPS, sans rien, à l'ancienne. Et là, À l'ancienne, au sextant, quoi. le sextant est obligatoire à bord, et il faut savoir faire le point au sextant. Alors aujourd'hui, on a quand même un GPS qui nous situe. Mais par rapport à tout ce qui se fait aujourd'hui, d'avoir des liaisons satellites de tous les côtés, ça reste quand même très sommaire, et ça développe justement le sens marin, l'autonomie et pouvoir se gérer tout seul. Et donc voilà, j'ai mis 3 ans à préparer cette course, parce qu'au début je pensais qu'en 1 an c'était possible, et je me suis rendu compte que pas du tout. C'était vraiment un autre métier, c'était vraiment un autre monde. Et Attends, t'as sauté du coq à l'âne, parce que tu me dis que tu as suivi quelqu'un, enfin t'as proposé tes services à quelqu'un qui préparait la Mini Transat, et puis finalement à proposer tes services, tu en es venu à vouloir faire cette Mini Transat. Ouais, en filmant le départ de sa course, sa préparation, tout ça. Je crois que 6 mois après, j'ai mis 40 000 € pour acheter un bateau, toutes mes économies que j'avais de côté, et je me suis dit allez, j'y vais, je tente le truc. Je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai trop envie d'aller voir ce qu'il y a derrière l'horizon, et puis d'apprendre plein de choses. Je pense que ça, c'est peut-être une caractéristique que j'ai dans mon tempérament, c'est de vouloir apprendre constamment des choses et de progresser, et de s'inspirer effectivement d'un univers à l'autre pour progresser. Et donc 6 mois plus tard, j'avais un bateau, et j'ai mis 3 ans pour faire cette Mini Transat en 2017. Et puis entre-temps, ce qui est cool, c'est que les petites compétences vidéo que je faisais, j'ai continué à avoir une petite renommée dans le milieu de la voile en faisant des vidéos.
On m'a appelé pour faire une transat sur un IMOCA, donc les bateaux du Vendée Globe, ça fait 18 mètres. Je me suis retrouvé à New York à faire Mediaman, à filmer une course là-dessus. 6 mois plus tard, on m'a appelé sur un des gros trimarans, les gros trimarans qui font 100 pieds, là, c'est énorme. Ceux qui sont, sur lesquels on fait les records du Tour du Monde. J'étais en équipage et encore une fois, j'ai fait une transat. Donc tout ça pour dire que c'est allé assez vite et aujourd'hui j'ai trouvé un sponsor super qui me permet de faire du classe 40. Donc le classe 40, c'est un peu plus petit que les bateaux du Vendée Globe qui font 18 mètres. Ça fait 12 mètres et ça me permet de faire la Transat Jacques Vabre et cette année la route du Rhum. Voilà où j'en suis de ma vie. Bon, ce qui est pas mal, mais alors nos auditeurs se demandent peut-être aussi pourquoi est-ce que sur un podcast où on parle triathlon, on parle endurance, on va inviter un navigateur. Alors il va falloir que tu rentres un peu plus dans les détails avec nous et notamment sur ton expérience avec le sport au sens large et pas uniquement dans la navigation. Ouais, carrément. Bah en fait moi je te l'ai dit, quand j'ai grandi vraiment en faisant pas mal de sport mais jamais de haut niveau ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est vrai que je me suis rendu compte assez vite que, je pense que c'est en 2013. 2013, je me suis dit, mais j'ai l'impression qu'il y a eu d'ailleurs un vrai boom à cette période-là. Peut-être que je me trompe, mais c'était le moment où les réseaux sociaux commençaient à se développer, où tu avais quand même des plateformes d'échange en multisport un peu. Et je me suis dit, putain, j'aime bien courir, j'aime bien faire du vélo, j'aime bien nager. Ça serait peut-être marrant un jour d'aller essayer de combiner les trois, quoi. Et il y a un truc qui a déclenché un peu ça chez moi, c'est un documentaire intérieur sport sur Canal où j'ai entendu parler du Norseman. Et une fois que j'ai vu ce truc-là, je me suis fait waouh, mais ils sont complètement tarés, ça me donne trop envie de faire ça, ça me peut donner envie de pleurer, je pense, quand je voyais les trucs. C'est marrant parce que c'est souvent ce qu'on a avec les sportives et les sportifs plutôt d'endurance qu'on reçoit sur le podcast, et moi aussi j'en ai reçu sur d'autres podcasts que je produis où les mecs te disent j'ai vu quelque chose, c'était des malades et justement ça m'a donné envie d'y aller. C'était je pense que c'était la même période, tu vois, où j'ai été influencé par la voile en me disant ça a l'air dingue, il faut aller voir à quoi ça ressemble. Et donc c'est à ce moment-là où j'ai commencé un peu à me mettre en mode ok, si je veux faire du bateau, il faut que je sois en forme, faut que je prenne du temps pour être gainé, pour être costaud, parce que plus t'es endurant et justement que t'as du gainage en bateau, moins tu vas te faire mal. Parce que c'est des bateaux qui sont quand même traumatisants, on s'en rend pas compte. Il y a des fois on a l'impression qu'on est juste assis, sauf qu'en fait même quand on bouge pas, en fait les muscles travaillent pour compenser l'équilibre du bateau. Donc la natation c'est très bien, la course à pied c'est bien pour le cardio, et puis le vélo c'est bon tout court pour tout ça, quoi, en même temps. Et donc je pense que le premier triathlon pour croiser ouais, voilà, on dit souvent c'est bon pour croiser. Ouais, mais c'est super. Et justement moi ce que j'aime bien, c'est en plus dans le triathlon, c'est con, mais un jour où t'as pas envie d'aller rouler, tu vas courir. Un jour, enfin c'est un truc classique, mais de se dire qu'en fait tu t'ouvres d'autres univers, d'autres chemins, et puis en fonction de la météo, tu peux toujours faire quelque chose de différent, et ça c'est trop bien, quoi. Je fais une petite parenthèse sur le Norseman, parce que tout le monde sait peut-être pas de quoi il s'agit. On avait fait un épisode dessus, c'était le 187 pour ceux qui veulent aller le revoir, mais on peut peut-être le préciser quand même. Le Norseman, ça fait partie du label des triathlons extrêmes. Et ça a lieu dans les fjords en Norvège. Ouais, tu nages 3 km 8 en partant d'un ferry. Déjà, je trouve ça génial d'être sur un bateau. Dans une eau à 12 degrés, il me semble. 12 degrés. Et puis après, la route, elle est incroyable. Alors du coup, ce qui est rigolo, c'est que l'année d'après, j'allais voir ma sœur en Norvège qui faisait son Erasmus là-bas, et du coup, je l'ai forcé. J'ai été voir la route, et puis j'ai grimpé le Gostatoppen, et je me suis dit, mais ils sont encore plus fous que ce que je pensais. Parce que rien que quand t'es déjà en forme, il y a des cailloux partout, il y a de la neige, enfin c'est vraiment trop bien. Et donc c'est vrai qu'en fait cette idée de vouloir un jour faire un Ironman, ça me trottait dans la tête, parce que j'en ai pas fait tant que ça des vrais triathlons. J'ai fait le triathlon d'Annecy, j'ai fait un petit à Cergy, Pontoise. Le premier que j'ai fait c'était là-bas, et puis sinon j'ai fait 2 fois celui de Quimper en Bretagne chez moi. Après, je fais beaucoup plus de trails. Ici, en Bretagne, on a des trails de tous les côtés. J'en ai fait quelques-uns Moi, ça fait toujours rire quand on parle de Bretagne et de trail. Il y a des grands trailers français qui sont bretons. Pourtant, il paraît que c'est un peu le plat pays, la Bretagne, quand même. C'est plat, mais c'est casse-pattes, quand même. Donc, voilà, ce qui est cool, c'est qu'on a du chemin côtier. Et sur le chemin côtier, on s'amuse un peu. Et tu vois, c'était rigolo parce que moi, je m'entraîne en fait dans les cailloux, parce que chacun fait comme il peut. Moi, je cours un peu entre la mer et la terre. Et j'aime bien courir dans les cailloux. C'est vachement... Enfin, tu travailles les appuis. Et donc cet été j'ai fait l'échappée belle, c'était mon premier ultra, là j'ai fait le 83 km, et tout le monde m'a dit tu verras c'est dur, il y a des cailloux, nanana.
je suis arrivé là-dedans, moi j'étais hyper à l'aise, j'étais hyper content, j'avais l'impression de courir dans des rochers. Et en plus, il n'y avait pas d'algues, donc je me suis dit, donc c'est cool en fait. Et j'ai doublé pas mal de monde dans les cailloux, ça c'était pas mal. D'ailleurs, le Northman, pour préciser, c'est effectivement une course à pied qui est en partie entrée. On arrive au sommet d'une montagne, et donc alors je sais plus combien de kilomètres c'est. Je pense les 12 derniers, t'es dans la pampa, dans les cailloux quoi. C'est ça. Et t'arrives quand même pas mal, assez haut quoi, en altitude, c'est que de la montée quoi, les 12 derniers. Ouais, mais peut-être qu'un jour j'irai le faire. Hein. Je sais que c'est dur de se qualifier, mais ça me trotte dans la tête. Mais voilà, tout ça pour en venir au bout du truc. Attends, tu dis se qualifier, parce qu'il me semblait que c'était un tirage au sort, mais du coup peut-être que je me trompe. Je sais pas. Ça a l'air complexe d'y aller, et ça rejoint du coup le pourquoi du comment pourquoi je suis ici. C'est qu'un jour je me suis dit je vais pas attendre d'avoir fait les qualifs ou d'avoir les points ou d'avoir le truc, et je me suis dit ce qui serait chouette, ça serait de faire mon propre Ironman, et puis même si je le cale quand je veux, et j'y vais quoi. Et l'élément déclencheur, ça a été aussi un jour j'ai été je sais pas pourquoi, je devais m'ennuyer chez moi, j'ai vu qu'il y avait une voie verte, une ancienne voie ferrée qui reliait le sud du Finistère au nord du Finistère, donc entre Concarneau et Roscoff. Et je me suis dit tiens, ça a l'air sympa, ça fait je sais plus 160 km, 170 km. Et je me suis dit d'un coup tiens, je vais le faire. Et en fait j'ai fait l'aller-retour dans la journée, et c'était incroyable quoi. Je suis parti le matin, je suis revenu en pleine nuit, et je me suis dit putain ouais, on peut traverser la Bretagne, et c'est trop cool de relier, tu vois, vraiment d'ancrer le territoire et de faire un tour. Et puis là dans ma tête je me suis dit mais est-ce qu'on pourrait pas le faire à la voile? Et puis après j'ai commencé à triper, à me dire que ça serait marrant de partir à la nage, monter sur le bateau, faire tout le tour du Finistère, poser le voilier là-haut, refaire la route qui descend. Et comme par hasard, il y avait 180 km. Quel hasard! Quel hasard! Et du coup, à la fin, j'ai réussi à trouver vraiment un truc qui allait bien avec 43 km, je crois, de chemin côtier. Et c'est là où je me suis dit, là, j'ai un petit concept qui est sympa. Je vais appeler ça le Finisterman. Et le Finisterman, c'est tout simplement le tour du Finistère qui mélange un Ironman et de la course au large, qui sont un peu les trucs que j'aime bien quoi. Et alors au large, tu vas vraiment loin au niveau de l'eau, ou tu restes? Non, tu vois tout le temps la côte, hein. Tu vois tout le temps la côte, ouais. Mais là où c'est technique, c'est qu'on est dans des endroits, on passe dans les endroits quasiment les plus techniques de navigation. On passe dans le Ratsin, dans le Chenal du Four. Il y a du courant, enfin la navigation, elle est pas évidente. Et il y a 120 000, donc ça fait quand même quasiment 240 km en bateau. Donc en fait, ce qui est rigolo là-dedans, c'est que ça mélange aussi les paramètres météo. Faut pouvoir avoir une bonne météo pour faire un bon chrono. Et voilà, on sait que la météo influence aussi une partie vélo, course à pied. Et en plus, dans la natation, faut prendre en compte les courants parce qu'on a de la marée, tu vois. Donc donc c'est une épreuve qui est assez cool, et pour l'instant je suis le seul à l'avoir fait en solo en solo complet. J'ai fait ça en 2019. J'avais pas beaucoup d'entraînement, j'étais vraiment pas beaucoup d'entraînement, mais je me suis dit voilà, j'ai un bateau, j'ai un créneau, j'y vais. Et là pour le coup, j'avais favorisé mon inconnu, c'était vraiment le marathon quoi. J'avais jamais fait de marathon de ma vie. J'avais couru des trails de 30 km. Et je savais surtout pas à quoi ça ressemblait d'aller courir derrière 180 km de vélo. Et donc je m'étais dit je veux au moins qu'il fasse beau. Donc en gros, s'il fait beau, il y a pas beaucoup de vent. Donc j'ai mis très longtemps sur la partie bateau. J'ai mis en tout 38 heures pour faire ce petit défi, dont 22 heures en bateau. Et donc ce qui est rigolo là-dedans, c'est que la natation, voilà, tu fais ton 3 km 8, tu pars naviguer et tu passes une nuit en mer. Donc une nuit en mer en solitaire, pour ceux qui imaginent, c'est qu'on va pas dormir en fait. Donc j'ai dû faire une dizaine de siestes de 20 minutes, mais tu dors qu'à moitié parce que en fait en bateau, tu en arrives en fait à rentrer dans des phases un sommeil polyphasique seulement quand tu es vraiment bien attaqué, que tu as une petite dette de sommeil. C'est comme si tu faisais une nuit blanche. Une fois que tu as fait une nuit blanche, tu vas assez facilement t'endormir. Là, moi, je pars sur un truc où en plus il y a un petit peu de stress, tu fais un peu de sport. J'ai pas réussi vraiment à dormir, j'ai juste fait des petites siestes, fermer les yeux, relâcher le corps. Mais du coup, c'est comme si tu attaquais vraiment le cœur de ton Ironman après une nuit blanche. Et c'est vraiment rigolo.
J'imagine que tu dois être un peu déphasé et puis finalement tu travailles sur la fatigue, ces fameux entraînements sur la fatigue. Tu travailles sur la fatigue, à la fin, honnêtement, à la fin, ouais, c'était vraiment dur sur la fin. Je savais plus trop, j'ai eu du mal à reconnaître des gens sur le chemin, je savais plus trop où j'étais et on n'était pas dans les hallucinations parce que nous en bateau parfois on a des hallucinations, surtout sonores. Moi j'ai souvent des hallucinations sonores, j'entends des bruits, j'entends des gens qui me parlent et tout. Donc là j'étais pas là-dedans, mais ouais, le corps était vraiment un peu entamé quand même. Au bout de 38 heures d'effort, ça commence à faire, ouais. Voilà. Ouais, donc tu l'as fait la première fois en solo. Il y avait des gens un petit peu qui t'accompagnaient. Enfin, tu avais des points de transition, j'imagine, parce que tu disais le bateau, tu l'as rejoint à la nage. Donc il y avait quoi? Il y avait quelqu'un sur le bateau. Enfin, comment t'as géré ça? J'avais amené le bateau sur une bouée, je l'avais accroché, puis je suis arrivé sur mon bateau à la nage, j'ai hissé ma voile, j'ai tout fait tout seul. Mais j'avais quand même un petit suivi avec mes parents qui me faisaient un peu le ravitaillement quand même un peu et le suivi en voiture pour être sûr que C'est la voiture balai? Ouais, que je faisais pas de bêtises et que j'étais lucide quand même. Et comment t'as fait pour tracer les 3-8 en natation? Est-ce que t'as fait une sortie à l'australienne? Non, il y avait pas de sortie à l'australienne et en fait je l'avais repéré et mesuré en paddle. J'étais allé en paddle et Okay. j'avais fait alors en façon en mer, j'ai l'impression que c'est toujours un peu compliqué d'avoir un truc vraiment précis, mais en tout cas dans les points GPS que j'avais mis, normalement j'avais presque un peu plus que 3 km 8 d'ailleurs. Voilà. Mais j'ai pas fait un très bon chrono, je suis pas très content. J'ai mis 1h37, mais en fait je pense que j'avais le courant avec moi et c'est seulement après que je me suis rendu compte qu'il y avait quasiment un nœud de courant. Et quand t'as du courant, un nœud c'est beaucoup quoi. Donc j'étais un peu long et en plus je pouvais pas tout avoir. C'est-à-dire que si je voulais avoir du vent favorable en bateau, il fallait que j'ai du vent de face aussi en natation. Donc en gros, c'était un peu carnage de natation la première fois. Bon, et à ce moment-là, tu t'étais dit, bon, c'est un challenge perso que je me fais tout seul. T'avais déjà cette ambition d'en faire une course ouverte au public ou pas? Dans un coin de ma tête, je m'étais dit si ça peut inspirer les gens, si ça peut les motiver. Et moi, j'adore ce concept de se dire, en fait, l'aventure, elle est à côté de chez nous, quoi. Et ça rejoint en plus un peu toutes les convictions écologiques que je peux porter, même si voilà, je fais un sport technique et matériel. J'essaye au maximum de parler de sobriété et de côté local, de se dire ok, on peut s'amuser, n'importe qui peut inventer une aventure à côté de chez soi. On n'est pas forcément obligé d'aller à l'autre bout du monde pour se faire un trip. Alors parfois c'est cool, hein, ça fait partie de la vie d'un sportif de se mettre des objectifs et de se dire ok, là je veux aller à tel endroit, c'est un truc qui me fait rêver, comme un Norseman par exemple. Mais c'était aussi de se dire voilà, on a la chance en France d'avoir des paysages incroyables, des endroits de fou, il faut en profiter. Et puis si une épreuve n'existe pas, n'attends pas qu'elle soit créée ou qu'il y ait un truc où on te laisse une place. Vas-y, amuse-toi, crée ton propre truc. Et ça, voilà, c'était la démarche que j'avais. Mais après, dans un coin de ma tête, je me disais que ça pouvait plaire à du monde. Et ouais, il y a eu un bon écho dans toutes les communautés de trailers, de clubs de triathlon du coin et compagnie. Et donc après ça, je m'étais dit, bon, on va peut-être organiser un peu les choses. Le Covid arrive par-dessus, c'est un peu le bordel, forcément comme pour tout le monde. Et donc en 2020, je me suis dit on va faire un truc vu que tout le monde s'est entraîné comme on pouvait, qu'il y a eu du home trainer de tous les côtés, que je me suis dit on fait un truc qui rassemble et on monte des équipes en relais, les gens qui veulent s'amuser, je les mets en relation avec des gens qui ont des bateaux ou pas de bateaux et on fait vraiment le parcours en carte blanche pour ceux qui veulent s'amuser. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a eu plein de monde, quoi. On a eu dû avoir plein de monde, il y a dû avoir 6 ou 7 équipes qui sont venues et qu'on fait ça. On a eu une équipe qui a fait ça en petit catamaran de sport parce que voilà, c'est pareil, j'avais ouvert tous les supports et ils ont vraiment amélioré le chrono. Je crois que le record aujourd'hui, il est à 20h, 22h je crois. Donc c'est pas mal. Normal, si tu fais en relais, t'as des spécialistes, ouais. T'as des skippers, t'as des coureurs, t'as des nageurs, donc forcément chacun donne le meilleur de soi. Voilà. Et puis nous, moi je l'ai refait du coup avec des copains navigateurs, avec François Gabard, je sais pas si ça vous parle, qui a quand même gagné le Vendée Globe et qui a le record du Tour du Monde en solitaire. Pas très connu en France, non. Un petit Français qui est un peu sur un bateau. Pareil, François, c'est que en fait on a ce point commun avec pas mal de marins d'aimer faire des sports d'endurance. Et donc on avait fait une petite équipe très sympa et on avait mis 26 heures. On était hyper content d'améliorer déjà en relais. On avait partagé toutes les distances
par 4 quoi, donc chacun faisait 30 km de vélo, 7 ou 8 km de course à pied, c'était hyper sympa. C'est sympa, vous n'avez pas opté pour la spécialité de chacun, non. C'était vraiment le quadrathlon divisé en 4. Voilà, ça c'était vraiment rigolo à faire et puis voilà, l'année dernière il s'est pas passé grand chose parce que en fait j'imagine comme dans tous les domaines la vie a repris son cours et tout le monde était à fond. Moi j'avais la Transat Jacques Vabre comme objectif, donc je pouvais pas tout faire et puis aujourd'hui là on a relancé en fait du coup le concept et cette année la spécificité de cette année c'est qu'on va essayer pour une fois de mettre tout le monde qui partirait en même temps, tous ceux qui veulent le faire. Je garde ce format pour l'instant. En fait il y a ce défi qui est ouvert. Moi j'ai envie de dire de toute façon l'inscription est gratuite, il y a rien, moi je donne juste les infos. Vous me donnez juste le départ, le moment où vous arrivez, votre trace GPX et puis après on recense la performance. Donc le chrono est potentiellement celui qui a envie d'y aller, il y va quand il veut pour avoir la bonne fenêtre météo. Mais là j'aimerais que entre le 5 et 11 septembre j'ai mis une petite fenêtre de tir assez large pour qu'on essaie de trouver une météo favorable et j'aimerais bien qu'il y ait d'un seul coup en fait allez, ça serait génial si on avait 10 bateaux, 10 équipes qui partent en même temps et au moins peut-être des bateaux un peu similaires pour faire un peu plus de matchs quoi, pour s'amuser un peu et voilà quoi. Donc ça sera ce qu'on va faire cette année. Et à terme, c'est vrai que je pense que cette épreuve, elle mériterait qu'on l'organise bien et qu'on fasse un vrai truc. Après, c'est sûr que le facteur limitant de cette affaire, c'est la voile. Parce que c'est vrai qu'il faut quand même savoir faire du bateau pour pouvoir passer le Ratsin. C'est quand même un peu technique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que déjà la natation, c'est un petit peu technique pour beaucoup de triathlètes, mais alors la voile... Puis en termes de budget, c'est pas pareil non plus. Enfin, ok, les vélos, ça peut coûter cher, mais s'acheter un bateau, c'est pour ça on n'est pas sur le même budget. C'est pour ça qu'il faudrait que je mette soit en place une formule où effectivement, comme tu disais, on va chercher des spécialistes de chaque discipline et on prend un nageur qui va s'associer à un marin, qui va s'associer à un gars qui fait du vélo et un gars qui court. Et là, il y a moyen de faire une épreuve vraiment sympa où justement tout le monde est content parce qu'en plus ça croise les univers, ça peut faire de la communication parallèle, croisée. Et ça serait super. Et là pour l'instant j'ai un bon programme avec la route du Rhum, donc je peux pas me permettre de développer à fond le concept, mais je suis persuadé que dans les années futures on organisera quelque chose avec alors par contre je sais pas si ça sera la Fédération française de triathlon ou la Fédération française de voile, parce que du coup on touche aux deux, je sais pas qui sera matière. Ou tu vas créer une nouvelle fédé, comme ça c'est réglé. Voilà. mais ouais, je pense que le concept est marrant et on le voit bien d'ailleurs. Je pense que il y a quelques épreuves maintenant qui se font un peu avec du paddle, avec des choses qui mélangent un peu les sports, un peu waterman, et je pense que c'est une bonne curiosité à avoir que d'aller chercher d'autres sports pour s'inspirer de tout ça. T'en connais d'autres, des courses comme ça avec de la voile aussi, en plus du triathlon? Non, je connais pas. Mais tu vois, j'ai eu par contre des retours effectivement de personnes qui me disaient exactement le parcours il nous fait trop peur, il est trop gros, il est trop long. Et par contre, je pense que tu vas peut-être développer aussi un format plus court, un format sprint dans lequel on pourrait, se dire ok, on prend des petits catamarans de plage, des trucs qui se louent à la journée où là n'importe qui peut un peu comprendre comment ça marche. Et par exemple, des petits dériveurs dans les clubs de voile. Parce que tu vois, de faire un format sprint autour d'une baie où tu dis par exemple la baie de Concarneau, je traverse la baie à la voile, j'enchaîne sur le vélo et je termine par la course à pied. Ça serait plus accessible et peut-être qu'il faut peut-être en passer par là aussi pour créer un truc plus large quoi. Puisqu'il existe aussi déjà, c'est en kayak. Oui, voilà. Donc si on peut remplacer le kayak avec une voile, parce que ramer j'aime pas trop moi. Quand il y a du vent, autant mettre une voile. Moi, ça peut être sympa. J'ai quelques contacts en Bretagne, notamment des voileux ou des voileuses que je pourrais te partager. Et puis, j'avais interviewé aussi Maxime Sorel, qui était aussi sur la Jacques Vabre 2021. Est-ce que tu l'as invité aussi à participer Écoute, Max, je l'ai croisé hier. C'est marrant parce qu'on parlait de son défi d'aller grimper l'Everest. Et Max, il court très très bien. Je sais qu'ils font des défis avec autour de la mucoviscidose et tout ça. Je sais pas s'il aura le temps de le faire cette année, mais je sais que c'est vrai qu'en vrai dans la communauté voile, tout le monde a à un moment vu cette petite vidéo que j'avais faite et tout le monde est au courant. Et après il faut juste qu'on arrive à, en fait c'est toujours pareil, ce qui est dur c'est de synchroniser les calendriers pour que
le bateau soit disponible et ainsi de suite, quoi. Mais oui, je suis sûr qu'il y a plein de marins dans la liste. Il y en a beaucoup on aime beaucoup faire du vélo en bateau. Voilà, je sais pas trop pourquoi, mais en courir, ils aiment moins bien. Nager, ils aiment pas non plus. Mais le vélo, ça reste... Il paraît que les marins sont des très mauvais nageurs. En vélo, il y a peut-être un parallèle un peu avec la technique, avec le carbone, avec le petit tuning. Oui, ou avec les winch. Voilà, il y a peut-être le côté un peu aéro, quoi. Ouais, peut-être. Et est-ce que les mauvais nageurs sont de bons marins pour autant? Pas forcément. Je sais pas. Moi, je sais que je suis mauvais nageur. La voile, je sais pas, mais je ne suis pas encore testé. Mais... Le dernier truc qu'on peut dire un peu aussi là-dessus, c'est que souvent, je trouve que en triathlon, moi j'avais débuté le triathlon en regardant beaucoup de vidéos, parce qu'à l'époque il y avait pas de podcast, je crois pas, et j'avais vu des trucs en disant de toute façon le seul endroit où vous pouvez être aussi bon qu'un des meilleurs du monde, c'était les transitions. Et tu vois, je pense qu'il y a un côté ça, on peut s'y retrouver un peu en bateau, les marins peuvent s'y retrouver parce qu'il faut qu'on soit très carré, très méthodique sur nos manœuvres, sur tout ça. Et donc du coup, c'est ce côté un peu gestion d'organiser bien les choses qui est aussi important en triathlon, de rien oublier, parce que mine de rien, même si ça paraît très simple sur le papier, il y a plein de facteurs sur savoir quand est-ce qu'il faut manger, quand est-ce qu'il faut se préparer, et ainsi de suite. Et là-dessus, on se retrouve pas mal, quoi, sur le côté un peu logistique, carré dans la tête, d'organiser les choses. Et je pense aussi sur la partie transition, comme tu dis, il faut s'organiser pour ne rien oublier, mais en triathlon, ça peut aussi être fatal parce que tu sors de l'eau, tu montes sur ton vélo, tu oublies de mettre ton casque. T'es pas sûr que tu sortes du parc à vélo. Oui. Alors que si t'es déjà dans le mindset, tu sais déjà ce que t'as à faire, t'arrives dans les derniers mètres de natation, tu prépares déjà ta transition, ça aide pas mal. Donc effectivement, il y a ce côté un peu... Tu répètes tout, ouais. Tu répètes les manœuvres, tu visualises, tu fermes les yeux, tu sais où sont les choses. Et ça, en bateau, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, parce que quand on navigue la nuit et qu'il faut changer de voile, et faut que ce soit sacrément clair dans nos têtes, quoi. Donc, parce que t'as pas de lumière la nuit comme ça? on a des lumières, mais en fait, tu te rends compte assez vite que les lumières, elles ont une limite, et parfois tu vois mieux. Enfin, le moins de lumière il y a, le mieux tu te portes, en fait. Tu vois très bien un peu les choses avec quelques petites sources de lumière, mais très peu. Voilà. Ouais, tout à l'heure, tu nous parlais du sommeil, de ce défi du sommeil quand on est sur le bateau. On avait reçu sur ce podcast aussi Lucille Maffre, avec qui on avait parlé pas mal du sommeil, et on avait fait aussi des parallèles parfois avec justement les marins qui font beaucoup de micro-siestes. Oui. Sur une épreuve comme tu l'as faite là, de 38 heures, tu nous as dit que tu as dormi un tout petit peu sur le bateau, ouais. Tu as fait des micro-siestes, et sur les autres épreuves, est-ce que tu as fait des pauses pour te reposer un peu, ou non, c'était... j'ai pas fait de pause sommeil, j'en ressentais pas le besoin, et c'est rigolo parce que là pour le coup je l'avais pas ressenti ça sur le Finisterman quand je l'ai fait, mais je l'ai ressenti donc sur l'échappée belle. J'ai trouvé que c'était hyper compliqué tu vois, je connais effectivement des petites techniques, j'ai fait de la sophrologie, j'ai fait un peu de l'auto-hypnose, tout ça, et je sais très bien m'endormir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis capable, même quand une voiture roule ou dans un aéroport où il y a du bruit ou n'importe quoi, je suis capable de m'endormir, j'ai plus de problème avec ça. Mais par contre là, sur une épreuve où tu sais que j'ai l'impression que le sang circule trop. J'ai l'impression que tant que t'as de l'influx nerveux, t'arrives pas à t'endormir. C'est hyper dur. Et j'imagine qu'il faut aller au-delà des 30 heures, je pense, pour commencer à avoir vraiment le côté alerte vraiment physiologique. Mais j'ai essayé sur l'échappée belle, j'ai essayé de fermer les yeux une fois. Je me suis détendu, mais impossible de partir, quoi. Ça m'a juste fait du bien de relâcher un peu les muscles un petit peu. Mais j'ai pas réussi à m'endormir, et je pense que ça se travaille. C'est encore un autre truc, quoi. J'avais peur de pas finir, j'avais peur d'avoir les jambes qui deviennent raides et de pas repartir, donc donc voilà. Attends, et comment tu fais du coup, parce que ces fameuses techniques, moi je sais que c'est quelque chose que j'ai toujours redouté depuis que je suis tout petit, j'ai jamais su m'endormir. Et donc du coup, ma solution d'une certaine manière, ça a été de faire du sport de manière très intensive. T'es fatigué, t'as une bonne fatigue ouais. Et de me forcer aussi à me lever tôt. Donc voilà, tu te lèves à 4, 5, 6 heures du matin, au moins t'augmentes les chances de savoir bien t'endormir le soir, quoi. Okay. Mais voilà, mais je sais que ça a toujours été quelque chose de très difficile, et il suffit que je fasse une grasse mat par exemple pour que je puisse plus dormir le soir à nouveau, quoi. Donc j'ai vraiment besoin de penser. C'est quoi tes techniques à toi pour t'endormir? Ok, alors les techniques, la technique la plus simple, j'invente rien, hein, c'est... nous dis pas compter les moutons, hein. Non, c'est la respiration. C'est vraiment la respiration, c'est vraiment
en fait, concentrer son attention sur la respiration. Ça veut vraiment dire, donc, tu ne penses que à l'influx. Alors, chacun a sa technique, chacun pense à différents trucs. Moi, par exemple, ce que je fais, c'est que je visualise, en fait, de l'air frais. J'imagine qu'il y a je le visualise en bleu, je fais des associations de couleurs. Je visualise un flux d'air bleu froid qui rentre dans mon corps. Et à chaque inspiration, je l'imagine qui rentre dans toutes les extrémités de mon corps, qui va au bout de mes doigts, au bout de mes jambes. Et quand je souffle, j'imagine de l'air chaud qui sort et de l'air rouge, tu vois, qui s'en va. Et après... Alors je vous propose qu'on fasse une pause 30 secondes, on va laisser nos auditrices et nos auditeurs... Enfin non, on fera ça à la fin, on mettra ça en bonus. C'est un peu con, mais c'est vrai que quand tu vas dans une séance de sophrologie, parfois tu trouves ça un peu bizarre le ton qu'ils peuvent avoir, inspirer, machin, mais en fait ça marche tellement, quoi. En fait, si tu acceptes de te laisser guider par ce truc-là, tu pars très très vite. Et donc en fait, de vraiment se focaliser sur la respiration. Et après, ce qui marche très bien, c'est de faire ce qu'on appelle un body scan. C'est-à-dire que quand tu es allongé, tu commences à penser à chaque partie de ton corps. Et tu pars des extrémités, tu pars de tes pieds, tu dis voilà, je pense à mon pied. Qu'est-ce qui est en contact avec lui? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que j'ai chaud? Est-ce que j'ai froid? Et c'est un truc tout con que je fais et qui, pour moi, marche. C'est que je me dis, bon, voilà, ce pied droit, il est là, je le sens qu'il est posé sur ma cheville, il y a des appuis, il est bien. Et maintenant, il s'endort. Et je lui dis, mon pied s'endort. Et le fait de dire que mon pied s'endort, il bouge plus. Et après, et en général, tu t'endors, t'arrives où? T'arrives au genou ou t'arrives à remonter jusqu'au cheveu? T'arrives à tout scanner, t'arrives à tout remonter, ouais. Tu penses aux appuis de ton dos, tu te relâches, t'arrives aussi à détendre, alors c'est un truc de dingue, mais détendre en fait les muscles du visage. De dire, voilà, je détends mon nez, je détends mes sourcils, je détends mon front. Et en fait, un moment quand t'es vraiment relâché, parce que c'est aussi, donc la respiration, elle aide en fait beaucoup à se relâcher. Et une fois que t'es bien calme, que t'es bien vide, bah après il suffit juste de penser, c'est un peu con, mais de penser à une happy place, un petit endroit dans lequel tu te sens bien. C'est souvent un endroit en montagne. Je pense à un endroit très calme en montagne et dans lequel je me sens bien. Et le fait de penser à ce truc-là, bah tu fais abstraction de tout ce qui t'entoure. T'as relâché ton corps, t'as relâché tes muscles et normalement, à ce moment-là, t'y arrives, quoi. Et ça, c'est quelque chose que tu fais aussi, tu disais, je sais pas, dans un aéroport, dans une voiture, il y a beaucoup de bruit, tu fais ces genres de techniques, tout ça prend un certain temps, j'imagine. Ça prend moins de temps. En fait, c'est vraiment dur, par exemple, en bateau, là où c'est dur pour nous, c'est que, en fait, quand t'es pas sur le pont du bateau, tu vois pas ce qu'il y a devant, du coup, c'est une source de risque et de performance parce que tu vois moins ce qui se passe et t'es peut-être moins bien réglé, et puis c'est une source de collision. Donc, quand tu sais que t'as 30 minutes pour dormir, t'as envie que les 30 minutes où t'es à l'intérieur, tu dormes vite. Donc il faut que ça soit efficace et donc tu vas te permettre de faire 4-5 minutes pour te relâcher et par contre faut que t'ailles dormir vite. Après j'ai l'impression que quand t'es dans des environnements où t'es un peu moins, où c'est un peu moins hostile, bah la respiration pour moi en général ça suffit juste. Et alors ce qui est rigolo c'est que le corps s'habitue aussi à cette durée. Très souvent moi tu vois avant une phase de course, je me remets dans un cycle où je vais me refaire des micro-siestes de manière régulière dans la journée. C'est un truc que je faisais jamais avant. Et je pense d'ailleurs que c'est hyper bon, hein. Je pense de partir avant un triathlon longue distance ou même juste de se relâcher, de se dire, bah voilà, dans la journée, je me fais 2 petites micro-siestes de 20 minutes, mais pas plus, hein, parce que sinon après tu tombes dans le sommeil un peu plus profond et tu te réveilles, t'as un peu la tête pas terrible. Et donc ce qui est rigolo, c'est que t'habitues ton corps en fait à te réveiller avant que le réveil sonne. Et moi, très souvent, je fais 21-22 minutes et je me réveille avant que le réveil sonne. Donc c'est là où tu te rends compte que ton corps est quand même sacrément fort et il est capable de beaucoup de choses, quoi. C'est impressionnant, ouais, cette idée que tu donnes à ton cerveau. Moi, j'ai remarqué ça aussi. J'ai parfois du mal à m'endormir. Par contre, quand je décide de faire des siestes, je me dis là, j'ai 18 minutes. Déjà, tu te rends même pas compte que tu t'endors. Et à 17 minutes 30, tu ouvres les yeux. Ah, c'est bon, c'est fait. La sieste est faite. Et puis, tu as cette sensation de récupération que t'as pas forcément quand tu fais une nuit de sommeil complète de 6, 7, 8 heures, quoi. En fait, tu as l'impression de pas avoir forcément dormi, mais en fait, tu as relâché ton corps, tu as relâché tes muscles. Et je pense que c'est un vrai truc qui est bien. Et là où ça peut rejoindre aussi... alors c'est rigolo, je pense à ça maintenant, mais tu vois, la gestion du stress aussi avant un départ de course. Moi, je sais que les premières fois où j'ai fait le triathlon d'Annecy, je savais pas du tout... Je me souviens que j'avais mal au bide, enfin voilà, les classiques de chercher les toilettes avant le départ, la combinaison, enfin je vois très bien la combinaison que tu mets à l'envers parce qu'on t'a pas dit que... et non, et en fait, ça c'est... Il y a un premier truc que je trouve important à dire, c'est que
je trouve ça super de faire, justement, de croiser les sports. Parce que tu vois, moi, le fait d'avoir fait des grosses courses, ou quand tu pars pour traverser l'Atlantique, c'est quand même un truc de dingue. Quand après, je suis revenu sur entre guillemets, des petites courses, des petits trails, des trucs, tu dis, en fait, là, tout va bien. C'est juste un petit truc. Si j'ai envie de m'arrêter, je m'arrête. Et en fait, tu vois, de comparer les deux et de te dire, en fait, c'est pas grave, en fait. Voilà, je sais pas comment dire, c'est plus simple à gérer, en fait. Une fois que tu as fait un gros événement, tu te dis, en fait, un petit événement, ça marche. Et c'est là où le corps aussi a un rôle à jouer, je pense, au niveau du ventre. De se dire, parfois, tu vois, le stress, de se dire, tiens, j'arrive pas à digérer, j'arrive pas à manger. Tu vois, j'en parlais pas plus tard qu'il y a 2 jours, là, avec un copain, on s'est dit, tiens, on va aller faire le tour de l'île de Groix en courant. Tu vois, ça fait 26 km. Je pense que si j'avais fait de la même distance en course, je me serais mis dans un truc en mode, il faut que je mange 2 semaines avant, que je fasse un... Au final, j'ai décidé la veille que j'y allais. J'ai pas fait un truc plus spécifique qu'un autre. Mon corps était hyper bien détendu, relâché, et ça s'est très bien passé. Alors que si j'avais peut-être été en mode course, j'aurais peut-être eu du stress aussi à gérer. Et donc, du coup, voilà. Tout ça pour parler du corps, quoi. Et de se dire qu'il y a plein de choses qu'on gère et qu'on ne gère pas forcément via le ventre ou le cerveau, quoi. Ça se travaille énormément, effectivement. Et tu vois, tu parlais de respiration. Moi, je sais, j'ai déjà essayé, tu vois, la méditation pour s'endormir, ce genre de choses. Le problème, c'est que je suis concentré pendant 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, et puis en fait, je pars vite sur un autre truc, et en fait, j'ai oublié que j'étais en train de me faire des exercices de respiration, tu vois. Donc ouais, c'est hyper dur, c'est hyper dur de rester concentré sur un seul point, c'est hyper compliqué. Et alors après, du coup, l'auto-hypnose, c'est un autre délire, mais il faut se concentrer. Ça part un peu du concept de se dire que le cerveau est pas capable de concentrer son attention sur plus de 3 ou 4 choses en même temps. Donc si t'es dans un environnement, tu peux te concentrer sur les bruits et essayer de te concentrer sur les bruits de ta respiration, le bruit d'une horloge, le bruit d'une autre chose. C'est pour ça qu'en fait les mecs dans les séances d'hypnose, ils te disent concentrez-vous sur ma voix, écoutez-moi, regardez tel truc. Et le fait de se concentrer sur 3 ou 4 points différents, en fait t'as tellement d'infos dans ton cerveau d'un coup où t'essayes d'être focus qu'en fait tu te libères et d'un seul coup tu pars, quoi. Et moi ça avait vraiment bien marché, quoi. Ce truc-là. En parlant d'auto-hypnose, mais un truc que j'aimerais bien essayer, c'est l'auto-hypnose en courant. Il paraît que ça marche pas mal et ça te permet de te dépasser notamment sur des distances assez longues. Ah ouais, tu vois, ça, moi je connaissais pas trop ce truc-là, et sur l'échappée belle, encore une fois, c'est la seule expérience voilà, j'ai mis 26 heures à boucler. Enfin, voilà, j'ai pas vraiment couru, je pense que j'ai dû courir 3 km tellement c'était casse-pattes. Mais il y a un moment, c'était assez dingue parce que c'est la première fois que je voyais en vrai des gens qui faisaient vraiment de l'ultra. Et à un moment, je rattrape un gars qui était en train de faire la version longue de, je sais plus, 130 ou 140, je sais même plus. Et le gars, il était pas bien. Et je voyais vraiment qu'il fonctionnait au radar. Et je commence à discuter avec lui, je veux voir s'il a besoin de trucs ou quoi que ce soit. Et là, il me dit, si tu veux m'aider, est-ce que tu peux passer devant moi? Et me montrer tu sais, on était en pleine nuit, il y avait un orage, on voyait rien dans les racines, dans les sapins. Et en fait, je me suis rendu compte que le fait d'être devant lui, ça libérait en fait une partie de son cerveau, de genre la lecture de terrain, lecture de où mettre les pieds, où est-ce que je vais. Et le gars, je l'ai peut-être emmené comme ça pendant 25 minutes, une demi-heure, et à la fin, il m'a paru beaucoup plus lucide, comme si, tu vois, on a continué à avancer, mais il était peut-être qu'il s'est relâché un peu, le fait de relâcher son attention. Et je pense que ça fait un peu écho à ce que tu dis, de dire, ok, il y a une partie de mon cerveau que j'accepte de dire, ok, je gère plus, je suis en roue libre, je me laisse porter. Et ouais, c'est dingue, hein. Ça se fait aussi notamment dans ce fameux sentiment de flow. Tu sais, cette impression où notamment en course à pied, où tu sors de ton corps et tu te vois courir. Alors ça fait un peu ésotérique pour ceux qui nous écoutent, mais je pense qu'il y en a déjà quelques-uns qui ont vécu ça. On en a aussi déjà parlé sur ce podcast. C'est une expérience assez impressionnante, et j'imagine encore plus en ultra trail. Je sais pas si tu l'as vécu sur l'échappée belle, mais c'est certainement aussi ce qu'a vécu ce gars à qui t'as filé un coup de main, où finalement tu t'es mis devant lui et puis il s'est concentré sur tes pas et il s'est remis dans sa course, alors qu'avant il devait gérer 20 000 informations en même temps, la pluie, le terrain, etc. Et ça devait être un petit peu trop compliqué pour lui. Ouais, non, mais c'est fascinant. Enfin, c'est pour ça qu'il y a des passerelles à trouver entre tous ces sports-là. Et voilà. Puis c'est aussi le sentiment de ne pas être seul. Enfin, tu vois, je veux dire, la puissance des supporters, par exemple. Tu vois, avoir des gars au bord de la route qui t'encouragent, qui sont là, avoir des concurrents. Enfin,
savoir que t'es en train de faire ta course et qu'il y a d'autres gens et que t'es pas tout seul au milieu de nulle part, bah ça, mentalement, ça change tout, quoi. Est-ce que tu as déjà eu ça en mer? Est-ce que tu as déjà eu des mecs qui sont mis le long autour de toi? Enfin, je parle plutôt au niveau de tes hallucinations dont tu nous parlais tout à l'heure. Des aides d'honneur de gens en pleine mer Non, qui te supportent. J'ai été une ou deux fois dans le rouge, mais vraiment dans le rouge, où là j'ai vu effectivement, j'ai vu. En fait, c'est bizarre, mais tu vois genre un rocher au milieu de toi, devant une vague, et tu tires la barre, et en fait, tu te rends compte que c'était juste une vague, mais en fait, tu deviens tellement fatigué que tu crois ça. Un jour, j'ai cru voir ma sœur dans la cabine. Tu vois, genre, t'es en train de barrer et tu vois passer quelqu'un et tu dis non, oh là, il y a personne, je suis tout seul à bord. Moi, j'entends mon téléphone portable sonner souvent, j'entends des bruits, alors qu'en fait, j'ai pas de téléphone à bord. Enfin, c'est ce genre de truc-là, quoi. Mais c'est des hallucinations dont tu prends conscience assez rapidement. Je veux dire, c'est pas un truc qui dure, ça dure pas 5 minutes où t'es en train de parler avec quelqu'un. Si tu vas loin, je pense que tu peux partir très loin, hein. C'est compliqué, mais justement, faut savoir. Moi, maintenant, je sais que quand je commence à avoir des bruits, des bourdonnements, des trucs dans les oreilles, c'est le premier signal qui me dit, ok, là, tu commences à être à la limite, faut que tu ailles dormir un peu parce que t'as pas assez dormi. Donc, si t'écoutes pas on en revient à ça, faut savoir écouter son corps. C'est comme en entraînement ou quoi que ce soit. Quand tu sais que t'as comment dire, un petit signal d'alerte quelque part, faut savoir écouter son corps. Moi, c'est un truc que je fais beaucoup en bateau et maintenant je le fais de plus en plus dans ma pratique sportive. C'est d'écouter vraiment, de se dire, tu sais, parfois tu dis tiens, là j'ai un peu froid, peut-être que je vais mettre une veste et puis parfois t'es un peu con, tu dis ouais mais non, si je mets pas la veste c'est que je vais perdre du temps, hein. Et en fait si t'as eu ne serait-ce que la petite intuition que ton corps t'a envoyé de dire là il y a un truc, en fait faut l'écouter son corps parce que c'est lui qui ressent les bons trucs. C'est pareil pour quand t'as soif, t'as pas soif. Alors parfois tu sais on se time bien, on se dit allez toutes les demi-heures je bois une petite gorgée, un petit truc. Mais si d'un seul coup tu te dis t'as la sensation de soif, c'est déjà trop tard, t'es déjà un peu en train de te déshydrater et il faut écouter son corps, quoi. Et c'est pas évident parce qu'il y a des fois il y a tellement de facteurs autour qui font que t'oublies ou que ce soit la compète ou n'importe quoi. Mais écouter son corps c'est important, hein. Ouais, et en même temps comme tu le dis, écouter son corps c'est que c'est déjà trop tard. Tu vois, le moment où t'as soif, en fait c'est que t'es déjà déshydraté, quoi. Ça me rappelle un peu Perrine Fage qu'on avait reçu aussi sur le podcast et qui nous disait que son corps lui réclamait de dormir et puis malgré tout elle s'est dit je vais tirer jusqu'au prochain village, jusqu'au prochain stop, jusqu'au moment où elle s'est juste effondrée sur le vélo, quoi. Avec son vélo elle est tombée et elle s'est endormie sur le bord de la route parce qu'elle était trop épuisée. Tu vois, la dernière anecdote que je peux raconter là-dessus, c'était toujours sur l'échappée belle où en plein milieu de la nuit là, moi j'avais un début d'ongle incarné, j'avais mal aux jambes, j'avais mal partout, tu vois, mais vraiment ça commençait vraiment à être dur et là c'était vraiment la tête, le mental qui essayait de repousser la douleur. Et là il y a un orage qui éclate et là je me dis putain mais j'ai pas envie d'être dans les arbres, je commence à courir et je me suis mis à galoper, j'ai fait la meilleure moyenne que j'ai fait de la descente. D'un seul coup je suis reparti à fond et quand j'ai couru un peu en mode survie, tu vois, vraiment j'avais vraiment peur, mais j'avais plus de douleur, j'avais plus rien. Et là tu te dis putain c'est quand même dingue à quel point ton cerveau est capable à un moment d'un moment de dire en fait ok on sait que t'as mal mais là la douleur on la met de côté. Et bon après j'ai eu mal encore quand c'est redescendu, la douleur est revenue, hein. Mais sur le moment tu peux te dire qu'en fait on est capable d'outrepasser ces trucs là quand le cerveau a décidé du truc, quoi. Ouais, et comment est-ce qu'on fait alors pour décider, parce que bon, avoir un concurrent devant nous ou quoi, c'est bon, selon le type de course, c'est pas toujours facile. L'orage, tu le contrôles pas non plus. Et comment est-ce que tu fais si t'es sur du long, je sais pas, mettons que t'es sur le Finisterman, t'es un peu dans le mal. Comment tu fais pour justement réactiver ton cerveau en mode survie? Je sais pas, c'est une bonne question. Moi je pense qu'il faut se rattacher enfin nous c'est pareil en bateau, hein. Tu sais, il y a des fois il y a des trucs ça dure vraiment longtemps, hein. Parfois t'es pendant 24, 36 heures, 48 heures sur le même bord, et c'est dur et t'as froid et ça tape et tu sais plus trop à quoi te raccrocher. Je pense que le seul truc auquel faut penser c'est de la pensée positive, c'est penser à des choses qui sont bien, penser à sa famille, enfin voilà, de s'attacher à des choses très humaines, en fait. J'ai l'impression qu'il faut, en tout cas je pense que c'est un facteur important de pouvoir penser à des gens. Enfin moi c'est un truc qui marche beaucoup, je pense à des gens dans les moments durs et c'est ça de se rattacher, de se dire pourquoi tu le fais et pour qui tu le fais, quoi. Et dans les moments durs, moi c'est comme ça que je me raccroche à tout ça. Mais après j'imagine que chacun a des trucs très personnels.
je sais pas si la seule motivation, tu vois, de se dire que ce soit le chrono ou la gagne, j'imagine qu'il y a des fois ça peut raccrocher, mais il y a des fois t'es tellement dans le dur qu'il faut se raccrocher à des choses vraiment personnelles. Moi, je sais que penser à des gens, ça marche pas. Je pense quand je suis dans le dur, ça m'arrive de penser à mes enfants ou à mon épouse et je me mets à chialer. Et en courant ou en vélo, c'est pas génial. Bah, tu vois, chaque personne est différente parce que moi, c'est justement en me disant qu'il y a des gens qui me regardent ou même tu vois, il y a des fois, je pense à mes grands-parents qui sont morts et je me dis, putain, vas-y, mon grand-père serait fier que je fasse ça et tout, et tu vois, j'y pense, quoi. Et, enfin voilà, j'imagine que chacun est différent, quoi. Ouais, je voudrais quand même revenir un petit peu sur toi parce qu'on a pas mal parlé du Finisterman, on a pas mal parlé de toi, on a parlé de l'échappée belle. Je voudrais revenir sur Stan Thuré. Comment tu organises ton quotidien ? Est-ce que tu es aventurier du quotidien, explorateur, skipper, triathlète, inventeur de nouvelles disciplines au quotidien ? Ou est-ce que tu as un, entre guillemets, vrai métier ? Comme diraient les grands-parents, va te trouver un vrai job plutôt que de t'amuser sur les routes. Bah, aujourd'hui, mon vrai métier, c'est d'être... bah voilà, je suis payé pour faire de la course au large, je suis payé pour gérer un projet de course au large. Donc ça, c'est vrai que pour le grand public, un gars qui fait de la course au large, on va le voir que quand il fait sa course. On le voit juste quand il passe la ligne de départ sur France 3 le dimanche de novembre quand on passe le départ de la ligne. Et puis de temps en temps dans Thalassa. Voilà, dans Thalassa, Georges Pernou, si tu nous regardes, on t'embrasse. Et non, et en fait, ouais, on nous voit en course. Si les gens sont un peu passionnés, ils voient un peu. Maintenant, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir envoyer des vidéos en mer, donc on voit un peu ce qu'on fait quand on fait du bateau. Mais au quotidien, c'est vraiment de la gestion de projet, de gérer un planning, de gérer un bateau, de faire en sorte que le bateau est prêt. C'est vraiment comme si à la place d'avoir un vélo à gérer, on avait un vélo qui est beaucoup plus compliqué avec beaucoup plus de partenaires autour, beaucoup plus de prestataires. Et en fait, un bateau, c'est jamais, on peut passer une vie entière à bricoler sur un bateau. En fait, à chaque fois qu'on navigue, il y a un truc qu'on a envie d'améliorer ou un truc qu'on va réparer ou un truc qu'on va changer. Donc moi, je passe ma vie entre faire du bateau en course, m'entraîner sur le bateau, réparer le bateau. Et puis après, à côté de ça, gérer maintenant une part importante qui est aussi la communication, faire des vidéos, faire des podcasts, faire de tout ça qui fait qu'en fait on essaie voilà, d'intéresser les gens à ce qu'on fait. Et puis c'est une manière de vivre ce truc-là. Ma pratique sportive autour de ça, elle a des. Ce qui est chiant, c'est qu'elle a des phases où j'ai du temps pour m'entraîner. Souvent les bateaux sont en chantier pendant l'hiver, donc c'est le moment où j'arrive à faire des bons blocs de sport. Mais après, dès que je suis un peu en déplacement entre les différents ports et tout, ça devient plus compliqué de maintenir une routine. Donc j'essaie de faire du foncier l'hiver. Et derrière, après, je relâche un petit peu. Et de toute façon, quand j'arrive sur une course, en général, c'est au cours de l'automne, c'est le moment où il faut qu'on ait un peu notre pic de forme. Là, on est plus sur des choses où on se fait plaisir et je fonctionne plus à l'instinct, quoi, de me dire je vais courir quand j'ai envie de courir. Je maintiens un petit volume. Mais je vais pas aller forcément me mettre un truc en disant tous les lundis à 8h c'est footing. Donc non, voilà, ça ressemble plutôt à ça. Après, j'essaye d'être, comme je te le disais, de toucher à différents supports, ouais, voilà, j'adore apprendre des choses. Donc changer de sport, apprendre des trucs, c'est toujours intéressant. Et là, tu vois, c'est sur la dernière transat que j'ai faite pour porter les couleurs de la Water Family, qui est une asso avec plein de sportifs engagés. Tu vois, je suis parti avec Mathieu Crépel, qui est un champion du monde de snowboard. Et voilà, c'était une manière aussi, tu vois, d'aller vers d'autres sensibilités. On a fait du surf, on a fait du snow. Enfin, il y avait plein de parallèles aussi avec la glisse. Donc, c'était hyper intéressant. Et donc, je pense qu'il faut toujours être curieux. Mais mon quotidien, il est pour l'instant d'essayer d'être toujours curieux et passionné de l'univers dans lequel je suis, quoi. C'est un peu le métier de... C'est un peu le métier de rêve. Après, j'ai juste parfois des convictions écologiques qui font que je me heurte un peu à des choix à faire, parce que voilà, on sait tous aujourd'hui que, enfin, si on en est un peu conscient que les limites planétaires, on est en train de les toucher. On sait tous que les différents rapports scientifiques nous disent qu'il faut qu'on réduise notre train de vie, qu'on aille vers plus de sobriété, vers beaucoup plus de choses comme ça. Et moi, j'essaye de faire évoluer mon milieu comme voilà, je pense que chacun doit essayer de changer à sa manière ce qui peut faire changer. Donc c'est pas évident, hein, ça faut se remettre en question, faut s'interroger, de toute façon, toutes les activités sont forcément impactantes, mais parfois entre certains choix, on peut faire des choix qui sont plus malins que d'autres. Voilà, je pense, tu vois,
Je pense à Xavier Thévenard, qui est un super trailer avec qui je suis dans l'équipe Baou là en nutrition. Son choix de dire bah voilà, je prends plus l'avion pour aller faire un trail, et ben il continue quand même à pouvoir faire son métier et faire ça d'une manière plus éco-responsable. Donc oui, voilà, la voile pour moi c'est un métier de rêve parce que c'est chouette de faire rêver les gens, c'est chouette de faire du sport, c'est chouette d'être dans la nature, de pouvoir parler aux gens de tout cet impact et de parler de l'océan qui est quand même un des poumons de la planète. Mais les seules limites que j'ai, c'est qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'on va pas assez vite sur la transition et parfois ça me fait un peu mal de me dire que les gens préfèrent penser vraiment à l'aspect compète et à se dire on fait ça pour nous plutôt que de changer. C'est le seul petit bémol que je vois en ce moment dans mon parcours, quoi. Voilà. On sent un petit peu de culpabilité vis-à-vis de tout ça. En quoi est-ce que la voile... Alors, je sais pas, tu fais peut-être un retour quand tu fais une transat, tu reviens en avion, quoi. C'est quoi en fait les points négatifs entre guillemets oui, en termes d'empreinte carbone? La construction d'un bateau, au final, c'est souvent les gens nous disent mais alors oui, vos bateaux, ils sont en carbone, en fibre de verre, comme au final les vélos, hein. Je pense que mis bout à bout, je pense que le volume de vélos, je crois que j'avais lu ce truc-là de dire que l'usage du carbone, le plus gros volume, il est pas utilisé pour faire nos bateaux, il est utilisé pour faire les clubs de golf. Tu vois, tellement il y a de clubs de golf qui sont faits en fait, le volume est tellement énorme dans le monde, c'est que apparemment c'était là-bas qu'il y avait le plus de carbone utilisé. Donc ouais, un bateau, les gens nous disent souvent, mais c'est ça qui est impactant, c'est la construction, c'est tout ça. Alors qu'en fait, le bateau, il va avoir un coût, un impact, mais le bateau, il va durer 10 ans, 15 ans, 20 ans, et quand tu lises ça par rapport aux choses qu'on va faire avec, c'est pas forcément le plus impactant. Ce qui impacte effectivement, c'est tous les déplacements, et tu vois, les bilans carbone des grandes courses nous montrent que quasiment 75% du bilan carbone, c'est les déplacements. Donc c'est les avions, c'est les trains, c'est les voitures, c'est les gens qui viennent au départ d'une course. Et je sais pas si ça, c'est vrai que j'ai pas été trop creusé de ce côté-là, mais je sais que forcément, à mon avis, les organisateurs de triathlon, d'événements maintenant doivent se poser des questions, ils doivent essayer d'organiser des choses parce que quand tu fais même des événements, tu vois, une fois j'avais fait l'étape du Tour, là. J'étais parti faire l'étape du Tour à Annecy. Quand tu vois le nombre de personnes qui se déplacent, qui viennent vraiment du monde entier, tu te dis mais tout ça pour un événement. Alors oui, c'est cool, c'est génial. Mais est-ce que c'est viable sur le long terme? Est-ce qu'on peut se permettre encore, tu vois, de faire ce genre de truc-là? Je sais pas. C'est pour ça Sachant qu'il y a de plus en plus d'événements locaux aussi. Enfin, ouais. Je parle pour la Belgique par exemple. Voilà, il n'y avait pas vraiment de course longue distance en gravel. Voilà, on l'a lancé avec un pote. Ouais. Et voilà. Et donc aujourd'hui, ça s'appelle la Gravel Cup. Et il y a des événements un peu toute l'année sur de 300 km de gravel. Et c'est un peu une micro-aventure, comme tu disais. C'est de se dire, je pars un vendredi soir, un samedi matin. Et voilà, et je passe, quitte à passer une nuit sur le vélo. Mais voilà, j'aurais cette impression d'aventure. Et en même temps, je suis resté à côté de chez moi, quoi. Et j'ai découvert des nouveaux coins. Oui, ça pousse à ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment ok. Faut pas attendre. Je pense que les organisateurs, en fait, je me rends compte que les organisateurs de grands événements ont trop de contraintes de tous les côtés pour réussir à faire un changement. Et ça va prendre du temps. Et donc, je pense que c'est aussi aux sportifs et aux citoyens qui sont impliqués de se dire. Moi peut-être que mon rêve c'est de faire telle course à l'autre bout du monde. Peut-être que je peux faire le même format et le faire déjà m'entraîner chez moi et puis peut-être qu'un jour j'irai là-bas, mais en tout cas si je me déplace quelque part loin de chez moi, ne pas le faire que pour ce truc-là, d'y rester au minimum un peu plus longtemps, d'y passer au moins 3 semaines, un mois pour rentabiliser et rendre le truc un peu moins impactant. Je pense qu'il faut qu'on arrête les one-shots de se dire on va quelque part uniquement pour un événement, quoi. Il va falloir que ça change tout ça. Le problème c'est que là on est sur un podcast de triathlon. Si on prend la mecque du triathlon et notamment de l'Ironman, c'est Hawaï. Hawaï, tu peux pas le faire ailleurs qu'à Hawaï. Donc comment est-ce qu'on peut lutter contre ça? Je sais pas, c'est peut-être aussi à nous marins de repenser notre sport et de dire peut-être qu'un jour il y aura un service de navette en bateau qui permettra un jour d'aller à Hawaï et peut-être qu'on se dira que ça serait super, tu vois. D'ailleurs, ça serait peut-être un concept de faire une transpacifique, de faire San Francisco, Hawaï en bateau de course et puis derrière enchaîner sur l'Ironman, quoi. Ça serait chouette. Écoute, il te reste plus qu'à contacter Ironman pour leur proposer un partenariat. Tu crées une flotte de bateaux qui part de Bretagne, donc pour tous les Européens, ils partent de Bretagne et tu vas jusqu'à Hawaï. Ouais. Et puis après,
quand vous n'êtes pas sur l'eau pour aller jusqu'à Hawaï, et tu recycles la flotte et tu l'implantes en location au Finistère même. Il y a plein de choses à inventer, et puis je pense qu'en tout cas, si on aime faire du sport, on est forcément sensible au terrain dans lequel on évolue, dans la nature, et on est aussi sensible à l'alimentation voilà. En tout cas, moi, je sais que j'ai pris conscience de l'importance de ce que je mangeais au moment où j'ai commencé à faire du sport, quoi. Et ça, je pense que c'est un des points clés dans le futur et dans l'éducation et vers les enfants, quoi, de leur dire, ok, si vous faites du sport, vous allez vous sentir mieux, et donc vous allez commencer à vous poser des questions, de savoir comment je mange, pourquoi je mange, quel est l'impact d'un verre de soda qu'on boit. Enfin, c'est des trucs de dingue, quoi. Il y a tellement de lobbying qui se passe là-dessus que le sport a, j'espère, cette vertu-là dans le futur d'amener les gens à prendre conscience de beaucoup de choses, aussi bien sur le terrain de la sensibilité à la biodiversité qu'à l'alimentation, quoi. Ouais, et l'alimentation et de manière générale, la manière dont fonctionne ton corps, en fait, hein, parce que on parle de sommeil, on parle d'alimentation, on va parler de système immunitaire. Bon, voilà, il y a plein de choses, effectivement, et l'activité physique, là, énormément. Ouais, après, il n'y a pas besoin d'aller faire forcément de la voile et faire des transats enfin, je veux dire, chacun peut avoir des rêves plus petits, quoi. On est d'accord. Mais le jogging, tu vois, aller faire un jogging 2-3 fois par semaine, c'est déjà suffisant, en fait, que pour prendre conscience de certaines choses. Au plus tu vas pousser le truc, au plus tu iras chercher les petits détails, les petits gains marginaux, etc. Mais au moins ça t'éveillera sur la manière dont fonctionne le corps humain et la manière dont on peut l'optimiser. C'est ça. Et en même temps, pour revenir sur Hawaï, oui, bien sûr, c'est un peu un rêve, hein, Hawaï, parce que voilà, c'est aussi l'île perdue au milieu du Pacifique, machin. Donc il y a ce côté-là, mais en même temps, c'est vrai que entre nous, c'est quand même une absurdité de se dire, on prend tous les meilleurs athlètes du monde et on va les mettre dans le lieu le plus lointain au monde, et on va ramener aussi probablement leur famille, etc. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu absurde. Et puis, on voit aussi de plus en plus des compétitions de plus en plus locales, et on voit aussi tout ce qui est compétition indoor. Donc en triathlon, on le voit sur des formats un peu plus courts, hein, mais alors forcément c'est pas pareil, hein, que d'être en pleine nature, c'est clair, mais voilà, ça peut être aussi des options pour des championnats du monde, pour des trucs justement, et éviter en fait d'avoir des trajets inutiles, quoi. On l'a vu aussi pendant le Covid, hein. Enfin, je veux dire, il y a quand même beaucoup de trajets qui étaient inutiles, plein de choses qu'on pouvait faire à distance. En fait, ça s'applique au sport aussi, quoi. Oui, puis je pense que tu peux autant t'amuser à faire un événement. Oui, c'est sûr qu'il y a peut-être des rêves qui sont lointains, mais au final, moi, je me rends compte que, tu vois, le cheminement qui est intéressant, c'est pas forcément... Le jour où tu fais une compète, t'es très content, mais tu te rends compte que ce qui était cool, c'était toute la prépa et tout ce que t'as pu mettre dedans pour arriver à cet endroit-là, quoi. Et le plus beau, c'est pas la destination, c'est le voyage. C'est un peu ça, hein. Donc, et en triathlon ou en sport, en général, c'est le chemin que tu fais en préparation voilà, pour se qualifier, pour s'entraîner, pour faire tout ça, et c'est là où c'est des vraies expériences. Donc il y a des fois, effectivement, peut-être que c'est bien de se dire que les événements majeurs, de toute façon, forcément, il y a bien un moment où ils vont devoir enfin, tu vois, je sais tout le monde commence un peu à vouloir annoncer des neutralités carbone, et donc il y a un moment, ça va se jouer forcément sur certains facteurs, et peut-être que les courses qu'on connaît, même si on a rêvé devant certains formats de course, et peut-être qu'il faudra faire évoluer les rêves, quoi, tout simplement. Peut-être qu'il faudra faire, c'est peut-être ça l'avenir, quoi. Voilà. Ouais, et en parlant d'avenir, justement, pour revenir à toi, où est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans, entre réalisateur et skipper, triathlète ou quadrathlète, est-ce que tu as déjà des plans de carrière, entre guillemets? Non, j'aime pas ça. J'aime bien pouvoir être libre et créatif, et j'espère juste que dans 5 ou 10 ans, je ferai toujours... il y aura toujours la mer qui sera pas très loin, ça c'est sûr, mais non, j'aime pas trop prévoir. J'aime bien avoir des rêves qui viennent. Enfin, je me rends compte de toute façon que j'ai l'impression que les cheminements de vie font que c'est vraiment des rencontres et un peu de hasard. Parfois tu provoques un peu le hasard, mais après, j'espère que dans 5-10 ans, il y aura une épreuve Finisterman qui sera ancrée, et peut-être un rendez-vous régulier de tous les triathlètes. Peut-être qu'on pourra mettre ça, et puis voilà. Et puis après, je sais pas du tout aujourd'hui, je sais pas du tout de quoi sera fait demain, mais voilà, la mer est un super terrain de jeu, et
Et si on fait pas de la compète, on peut faire autre chose. Et tu vois, on a parlé de plein de choses là. On a parlé de transport à la voile, on a parlé de plein de trucs. Et aujourd'hui, je sais pas. J'ai pas envie de savoir. Voilà. C'est marrant parce que finalement, c'est une philosophie qui s'inscrit assez bien dans le domaine de la voile. Tu te laisses porter par le vent et Ouais. tu vois où il t'amène, quoi. Ouais. Pour faire du bateau, enfin moi, tu vois, ce qui me plaît beaucoup dans la voile, c'est de se dire, bah en fait, parfois, bah comme dans la vie, on peut pas aller vraiment à l'endroit où on veut. T'as le vent qui est de face, t'arrives pas à y aller. Et par contre, ce qui est important, c'est d'avancer avec des voiles bien réglées pour aller au plus vite avec ce que tu peux, quoi. Et de se dire, bah voilà, on va là où on peut, mais on y va avec la manière et on le fait bien, quoi. De temps en temps, tu te laisses porter par le vent, mais tu forces quand même. Tu sors le spi ou tu sors le petit phoque pour pouvoir prendre le vent, mais aller là où tu veux. Ouais, on essaie toujours d'aller où on veut, mais il y a des fois, la route, elle est plus dure que que ce qu'on espère, quoi. Mais c'est sûr que bah, les marins ont peut-être cette facilité d'adaptation de se dire, bah en fait, il y a des fois, on fait des plans et les plans, ils se passent jamais comme prévu, donc faut être réactif, savoir s'adapter. Et ça, c'est vraiment une caractéristique qu'on a à peu près tous quand on va en mer, c'est de savoir rebondir, quoi. Voilà. Tu parlais un petit peu de tes études et de ton boulot. Tu as fait 8 ans dans le monde du cinéma. Mhm. On en parlait aussi en off avant l'épisode, mais tu as aussi été acteur, ou en tout cas figurant. Enfin voilà, tu avais des petits rôles dans des films. Donc c'est marrant parce que si on met Stanislas Turet sur Google, en fait, c'est la première chose qui ressort. Donc c'est pas du tout Stan le skipper ou Stan le triathlète ou l'organisateur du Finisterman. C'est les. C'est vrai que pour préparer l'épisode, il a fallu spécifier dans Google Stan, Turet, triathlon, Stan, Turet, skipper. On parle beaucoup plus des acteurs que des sportifs, j'ai l'impression, sur Google. Référencement, je sais pas. Et du coup, le ciné, ou en tout cas la vidéo, c'est quelque chose qui est encore assez présent, parce qu'on te voit quand même de temps en temps sortir des petites vidéos, sur les réseaux sociaux, etc. C'est quelque chose que tu fais encore activement? Ouais, c'est une grande partie de ma vie et je continuerai. J'espère toujours un jour, voilà, parmi les rêves, j'aimerais bien quand même un jour réussir à réaliser un film. Parce que voilà, j'en ai déjà fait des petits trucs à droite à gauche, mais c'est vrai que ça serait chouette de faire un long métrage. Après, oui, je continue à mettre en scène mes aventures parce que raconter des histoires, c'est quand même chouette, quoi. Raconter des histoires, ça fait partie de moi, c'est quelque chose que j'aime faire. Et si en plus on peut passer un message un peu là-dedans, utiliser chacun la petite notoriété qu'on a avec le petit nombre de followers qu'on a, voilà, on a tous un rôle à jouer dans les rêves qu'on doit créer. Et je pense qu'aujourd'hui, dans des périodes qui sont pas faciles à vivre, hein, quand on voit ce qui se passe au niveau économique, avec les différentes crises liées au climat ou aux guerres, ainsi de suite, enfin, il y a moyen de pas être bien, hein, et de se dire que voilà, de réussir à faire rêver les gens à des choses positives, et ben tout ça passe par des récits. Et aujourd'hui, je pense que la narration, elle est très importante, et il va falloir dans le futur qu'on arrive à faire rêver les gens à des choses différentes, quoi. Tu vois, ça rejoint ce qu'on se disait sur Hawaï. Si t'aimes le triathlon, t'as grandi en voyant des vidéos de ce truc-là, mais si t'avais grandi en voyant d'autres vidéos, peut-être que Hawaï, tu te dirais, bah non, c'est pas mon rêve, quoi. Enfin, donc c'est l'importance aujourd'hui de la vidéo est assez cruciale. Enfin, je pense qu'il faut aussi qu'on se questionne beaucoup sur les réseaux sociaux, même si aujourd'hui on est tous obligés d'y être et que c'est une partie du métier. Bah, je pense que ça fait quand même beaucoup plus de mal que de bien parfois. Je pense que nous tous les trois, on a eu la chance de grandir sans téléphone portable. On a eu la chance de pouvoir, tu vois, être libre, de faire des choses dans la nature quand on était gamin. Aujourd'hui, quand je vois, tu vois, je passe du temps dans les écoles avec l'asso Water Family là. Bah, tu sens que les réseaux sont présents et qu'il y a une influence qui est faite par tout ça. Et bah, je pense que c'est facile pour des enfants de tomber dans quelque chose de mal, en fait, de malsain. Et c'est là où je pense qu'il y a un rôle à jouer effectivement de continuer à, voilà, cette carte que j'ai en moi de narration, de récit, de vidéo, enfin voilà, aujourd'hui tout ça se mélange. On le voit bien, le cinéma est devenu des plateformes sur un ordinateur. Il y a de moins en moins de personnes qui vont dans les salles. Donc tout ça c'est en train de faire une sorte de crossover, et c'est pas forcément facile d'en sortir ou de savoir où est-ce que ça va aller, mais je pense qu'il va falloir se battre un peu pour qu'on mette des choses
des choses bien en avant. Mais ça va être un combat, je pense. Je suis assez d'accord avec toi et la question de la sédentarité, d'autant plus chez les jeunes, c'est un très très gros sujet aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi un problème finalement d'éducation. Enfin, je sais pas, je regarde mes parents par exemple, à leur époque, tu vois, on fumait à table à partir de 12 ans. C'était normal de fumer avec ses parents à table. Aujourd'hui, c'est complètement insensé, mais je pense qu'on a un petit peu la même chose qui se reproduit avec le téléphone portable, les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on a une utilisation qui est illimitée, on en fait un peu ce qu'on veut, etc. Et donc c'est facile, mais je pense qu'effectivement c'est des choses qui vont devoir rentrer dans les mœurs. Et donc on va devoir aujourd'hui c'est interdit de fumer en public, demain on peut imaginer que ce soit obligatoire de faire du sport, ou en tout cas de l'activité physique. Oui. Enfin tu vois, c'est plein de choses qui à mon avis vont changer et qui sont déjà un petit peu en train de changer. Il y a des restaurants d'ailleurs où les téléphones portables sont interdits, donc tu te fais jeter du restaurant si tu prends ton téléphone à table, et je trouve ça plutôt cool en fait comme dynamique. Carrément. Je mettrais juste un petit bémol sur le fait que tu dis que c'est peut-être une question d'éducation. Je dirais que c'est une question de culture ou de momentum. Tu vois, j'ai 4 enfants, 2 adultes, un ado et un gamin de 2 ans. Et c'est vrai que déjà, on a eu des enfants sur une large période, donc on a vu entre guillemets 2 générations d'enfants qui ont un petit peu grandi avec nous. On a vu leur évolution face aux écrans et je pense que c'est pas qu'une question d'éducation, c'est aussi une question de culture. Quand tu vois que mon gamin de 12 ans au collège, il me dit ils nous disent qu'ils ont tous un iPhone, ils ont tous un téléphone Android, etc. C'est quelque chose qui est déjà à notre époque. Moi quand le téléphone portable est sorti quand j'avais 18 ans, donc déjà je pouvais pas imaginer avoir un téléphone à 12 ans, mais et ça va pas en s'améliorant, donc c'est peut-être pas qu'une question d'éducation. C'est aussi une question c'est l'éducation au sens de large, société, de culture, des parents par rapport aux enfants uniquement. C'est de manière un peu générale. Pour revenir au sport, moi, tu vois, j'avais parlé avec un prof de sport la dernière fois qui me disait que il avait vraiment vu là ces 20 dernières années que dès que tu mets des gamins à courir dans la forêt ou dans des terrains différents, les enfants ne savent plus évoluer. Ils tombent, ils se blessent, et je pense que ça me fait très peur, moi, tu vois, de se dire qu'on a perdu ce côté d'aller dans la nature. Et c'est là peut-être aussi où le triathlon et le sport a peut-être un rôle à jouer, c'est de dire on organise des événements pour mettre les enfants dans l'eau, qu'ils aient pas peur, qu'ils sachent faire du vélo, qu'ils sachent courir sur des chemins qui sont pas que du bitume. Enfin, tu vois, de montrer que tu parlais de sédentarité. Moi, il y a rien ça fait peur, quoi. Enfin, tu vois, on aime tous le sport et il faut avoir un corps sain dans un esprit sain, ça passe par là, quoi. Ouais, en fait, c'est se reconnecter à la nature et quand on dit la nature, c'est autant l'environnement que son propre corps finalement. Ouais. C'est comme les enfants, il y a des enfants, une amie institutrice qui me racontait qu'elle demandait aux enfants, tiens, et les tomates, ça pousse sur quoi les tomates? Les tomates, c'est au supermarché, madame. Tu vois, je veux dire, ils comprennent pas qu'en fait, les fruits et les légumes, ça pousse sur un arbre. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est parce que ils sont tellement coupés du monde réel, en fait. Ouais, voilà. On a refait le monde, mais on a refait le monde tout en partant du sport. Donc c'est vrai que c'est chouette de se dire que nous, en tant que sportifs, on a tous un message à véhiculer, et qu'on soit pro ou pas pro, on a tous des valeurs à défendre et d'influencer chacun à son échelle, à son petit milieu, même si c'est que sa famille ou son entourage. Et on a tous un petit message à faire passer, quoi. Voilà. Bon, et du coup, si on a envie de s'inscrire au Finisterman, on fait comment? Le Finisterman aujourd'hui, c'est ce que je disais, c'est juste un parcours. Celui qui a envie d'y aller, sur le site internet Finisterman, tu tapes Finisterman, tu arrives sur un site, tu as toutes les infos sur le parcours, et après moi je réponds aussi par mail aux différentes interrogations, mais après l'idée c'est juste d'y aller et de pouvoir faire le truc. Et je le répète, cette année ça sera un départ groupé entre le 5 et 11 septembre, donc s'il y a des gens qui sont motivés à monter une équipe, on peut aussi mettre en relation, parce que moi j'ai pas mal de gens qui ont des bateaux et qui n'ont pas forcément d'équipe. Donc il y a peut-être des passerelles à mettre en place et mettre des gens en relation pour monter une équipe, quoi. Voilà. Écoute, ça peut être cool. Moi, ça fait un moment que je me dis que je vais aller visiter la Bretagne, que je connais finalement pas très bien du tout. C'est plus joli qu'Hawaï, mais l'eau est plus froide. Bon, écoute, du coup... surtout en septembre. Si on part sur un relais, que je fais le vélo, ça me va. Bon, moi je nagerai, il faut juste qu'on se trouve un coureur, quoique on peut courir tous les deux, mais faut se trouver un skipper.
On mettra tous les liens dans les notes de l'épisode, mais c'est finisterman.fr, hein, Stan. Bon, il y a un petit peu la question finale de tous les épisodes du podcast Devenir triathlète, et je me sens quand même obligé de te la poser, toi qui es aussi triathlète. C'est, à ton avis, quel est le meilleur conseil qu'on puisse donner à quelqu'un qui souhaiterait devenir triathlète ? Et ben, le meilleur conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui veut faire du triathlon, c'est juste de s'amuser en fait, juste de prendre plaisir à tout ça, de pas avoir peur. Et même si parfois on est moins bon dans un sport que l'autre, et ben c'est ça qui fait la richesse de ce sport aussi. Hein, tu vois, moi je trouve ça génial parfois d'avoir des gars qui vont te partir comme des flèches en natation et puis de se dire oh merde ça y est je suis nul et puis en fait tu les rattrapes un peu plus tard. Enfin voilà, ce que j'aime bien aussi là-dedans c'est j'ai l'impression que le triathlon est beaucoup moins, en tout cas moi de ce que j'ai ressenti, il est beaucoup moins élitiste et il est plus vraiment dans un sentiment de sport passion et c'est ça que je retrouve dans le triathlon, c'est ça que j'aime bien. Chaque fois, j'ai jamais rencontré un triathlète avec qui je me suis pas entendu en fait, tu vois. C'est rigolo alors que parfois il y a des mecs qui courent, qui font du vélo, ils sont dans leur truc un peu butés. J'ai l'impression que les gars qui font du triathlon ont déjà une ouverture d'esprit qui est un peu plus large. Et le fait de s'ouvrir à d'autres sports c'est déjà génial. Donc non, le seul conseil c'est n'hésitez pas quoi, allez vous mettre à l'eau mais même si vous savez pas nager ça se passera quand même bien. Puis si vous savez pas nager, sautez sur le bateau et puis voilà. Faites le Finisterman. Je te fais ta promo, je suis cool quand même. C'est sympa. Bon bah Stan, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que on a tout abordé ou il y avait encore un petit point, un petit sujet que tu voulais passer en revue? Non, je crois qu'on a couvert quand même pas mal de sujets là. C'est bien complet. Je peux juste rajouter que si vous voulez me suivre sur la route du Rhum en novembre, ça sera une sacrée course aussi. Ça sera un sacré défi parce que sortir au mois de novembre en solitaire, ça encore j'ai jamais fait encore. Donc voilà, ça sera un truc à suivre de plus sur les réseaux sociaux, mais ça peut être sympa. Voilà. Rappelle-nous rapidement les distances, durées de tout ça, la route du Rhum. Ah bah la route du Rhum, tu pars de Saint-Malo le 6 novembre et t'as route libre pour aller jusqu'en Guadeloupe. Donc en gros, moi je vais mettre, je pense, entre 18 et 20 jours suivant la météo et voilà, c'est en solitaire et on aura, je crois, 138 bateaux sur la ligne. Ça sera le record de participation. Donc ça va être un sacré gros truc. C'est des courses où en général, t'es en solo ou tu vois quand même d'autres bateaux pendant la course? Ah bah tu vois, là sur la Jacques Vabre, je pense qu'il y a un moment où il s'est bien passé 7-8 jours sans voir personne. Donc en gros, quand tu longes la côte, il y a des endroits où c'était assez serré. Et puis bah faut imaginer qu'il y a des moments où il y a des choix stratégiques qui se font et l'Atlantique c'est quand même grand hein, donc et puis il suffit qu'il y ait un écart de 200 km pour que tu vois plus l'autre personne même pas un bateau tu le vois à 8 km on voit plus personne. Donc il suffit d'avoir 8 km ou 10 km avec un bateau à côté. Il y a des fois sur les cartes, les gens sont persuadés qu'on est à côté alors qu'en fait on voit rien du tout quoi. Voilà. Ah bah, encore ça, 7-8 km c'est par beau temps parce que dès qu'il y a un peu de gros temps c'est 300 mètres. Quand c'est brouillard, non, tu vois rien du tout. Hein, donc voilà. Non, ça va être un chouette truc et d'ailleurs tu vois pour moi le fait de faire même si je fais pas de compète, j'ai l'impression que je fais quand même du triathlon parfois tu vois. Le fait d'aller faire ces 3 sports combinés, bah pour moi c'est ma prépa physique et ça fait partie de mon. Je préfère ça que d'aller faire de la salle ou des trucs comme ça. Pour moi, c'est bien plus efficace que d'être dans la nature, quoi. Bon bah on reboucle sur ce qu'on disait tout à l'heure, où se reconnecter à la nature, faire du sport en extérieur, parce que même faire du sport en salle, bon c'est un peu faire du sport, mais je suis d'accord avec toi, je partage ça avec toi, ouais. C'est pas véritablement en profiter quoi. Voilà. Bon bah on espère que le message sera passé. Merci Stan en tout cas pour ton temps, c'était top et tu nous as, moi en tout cas tu m'as donné un peu envie, tu m'as titillé un petit peu là sur la voile donc voilà. Et rappelle-nous juste avant de partir où est-ce qu'on peut te suivre si on veut en savoir plus sur toi, si on veut continuer l'échange avec toi, ouais. Sur quels réseaux sociaux? Sur Instagram c'est Stan Thuret, THURET, et sinon c'est sur Facebook Stan Thuret, cinéaste navigateur. J'ai pas osé mettre le triathlète à la fin, mais voilà, pour l'instant j'en suis à là. Ok, super. Bon, on mettra de toute façon les liens dans les notes de l'épisode, comme ça vous pourrez suivre Stan et puis continuer à suivre son aventure. Stan, merci encore pour ta présence, pour avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Et puis, qu'est-ce qu'on dit à un marin? Bon vent? Bon vent, ouais. Et même un triathlète, on lui dit vent dans le dos, c'est mieux. Vent dans le dos, ouais. Super, merci Stan. À plus tard. Salut, bonne soirée.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.